Bonjour à tous, bienvenue dans la séance est ouverte. Mercredi 25 février, après une semaine de débat, plus de 2000 amendements, les députés sont appelés à se prononcer sur les deux propositions de loi sur la fin de vie, l'une sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir. Regardez. La mort appartient à la vie et chacun y sera confronté. Cette explication de vote me permet, au nom du groupe Les Démocrates, de rappeler la gravité et la sensibilité du sujet dont nous débattons. La fin de vie ne relève ni des postures ni des certitudes. Elle touche à la dignité humaine, à la souffrance, à l'autonomie, mais aussi à nos interrogations les plus profondes. Elle appelle de notre part humilité et respect. S'il vous plaît, mes chers collègues. Comme les débats en ont témoigné, c'est pourquoi le groupe Les Démocrates ne donne aucune consigne collective de vote sur ce texte. La liberté individuelle a été et demeurera jusqu'au bout la règle. Ce texte n'est pas le fruit de la précipitation. Il s'inscrit dans un long cheminement, exigeant, parfois conflictuel. Beaucoup ici se souviennent des débats de 2021, marqués par des milliers d'amendements. Depuis, le travail s'est poursuivi, enrichi par de nombreuses contributions. Je veux à cet égard rappeler l'apport essentiel de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Plus de 180 citoyens au parcours et aux convictions diverses ont pris le temps de se former, d'écouter et de débattre. Leur constat est clair. Notre cadre actuel ne répond pas à toutes les situations et des inégalités persistent dans l'accompagnement de la fin de la vie. Certaines souffrances, qu'elles soient physiques ou psychiques, restent aujourd'hui sans réponse satisfaisante. Le Comité consultatif national d'éthique a lui aussi reconnu qu'une évolution était envisageable, à condition qu'elle repose sur des critères stricts et un encadrement rigoureux. C'est bien dans cet esprit que nous avons travaillé. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui repose sur des conditions précises, cumulatives et exigeantes. Il ne s'adresse qu'aux personnes majeures de nationalité française ou résidant de façon stable et régulière en France, atteintes d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé du malade qui affecte sa qualité de vie ou en phase terminale. Et capable d'exprimer une volonté libre et éclairée, la demande doit être personnelle et réitérée à tout moment. Contrairement à certaines affirmations entendues dans le débat public, ce texte ne crée pas un droit sans limite. Il ne concerne ni les mineurs, ni des situations qui ne répondraient pas aux critères médicaux stricts fixés par la loi. Chaque mot a été pesé et discuté longuement, comme notre rôle de législateur nous y appelait. Je veux également le dire clairement, ce texte ne se substitue pas aux soins palliatifs. Au contraire, il les renforce. Nous tenons à rappeler que les soins palliatifs restent la règle prioritaire et l'aide à mourir doit être l'exception, le dernier recours, un droit ultime quand la médecine ne peut plus aider à vivre en soulageant des douleurs. La clause de conscience est pleinement respectée. Aucun professionnel ne sera contraint d'accomplir un acte contraire à ses convictions. Le Conseil national de l'ordre des médecins sera consulté pour la rédaction du décret précisant les conditions de mise en œuvre. D'autres ont craint des dérives, notamment vis-à-vis des personnes les plus vulnérables. Il en est de même, nous avons voté un délit d'incitation si pression sur une personne malade. Refuser toute évolution reviendrait aussi à ignorer les situations concrètes de souffrance auxquelles certaines personnes sont confrontées aujourd'hui, parfois sans solution. Il nous faut donc trouver une voie médiane, celle qui protège sans enfermer, celle qui encadre sans nier la liberté individuelle, celle qui reconnaît la complexité des situations humaines. Ce texte ne prétend pas apporter une réponse simple à une question qui ne l'est pas, mais il propose un cadre fondé sur la prudence, la responsabilité, l'écoute et la compassion. Pour ma part, comme beaucoup ici, ma réflexion a évolué avec le temps, au contact des réalités humaines, des témoignages et des débats que nous avons eus ensemble. C'est pourquoi chaque membre du groupe Les Démocrates votera en toute indépendance, en son âme et conscience. À titre personnel, je considère que ce texte constitue aujourd'hui un point d'équilibre respectueux à la fois des personnes, des soignants et des malades. Je le dis avec gravité, avec lucidité et humilité. Une préoccupation doit toujours guider notre action, celle de la dignité de la personne humaine. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le député. Et je passe la parole à madame Agnès Firmin-Lebaudot pour le groupe Horizon et Indépendants. S'agissant de l'aide à mourir, je m'exprimerai comme en première lecture à titre personnel, car notre groupe laisse chacun voter en conscience. Et en conscience, je voterai ce texte. Je le voterai car il est, comme je l'avais dit lors de la discussion générale, la traduction d'une promesse. Ne pas abandonner ceux pour qui la médecine a épuisé ses ressources, mais pour qui la souffrance, elle, ne s'est pas apaisée. Je le voterai parce qu'il trace un chemin exigeant, avec 5 conditions cumulatives, une procédure collégiale renforcée, une commission indépendante de contrôle, une clause de conscience. Mais je le voterai aussi avec certains regrets. D'abord, la Commission avait supprimé la phrase que j'avais votée en première lecture, selon laquelle une souffrance psychologique seule ne peut ouvrir un droit à l'aide à mourir. La séance publique vient de revenir après cette seconde délibération sur cette suppression et je m'en réjouis. Cette phrase redondante pour certains, si l'on reprend l'ensemble des critères, rassurait cependant de nombreux collègues hésitants. En la supprimant, nous avons créé une ambiguïté qui n'avait pas lieu d'être. Heureusement, nous l'avons levée. Deuxième regret, le maintien du délit d'entrave à l'aide à mourir. Je le dis sans détour, cette disposition, qui ne figurait pas dans le texte initial, n'a pas de sens. Créer un délit d'entrave dans ce cadre, c'est introduire une suspicion envers les professionnels de santé et les familles, au moment même où nous avons besoin de leur confiance. Si je suis contre, ce n'est pas parce que l'accès à cette aide devrait être empêché, mais parce que je crains que ce délit n'éloigne davantage les soignants prêts à accompagner qu'il ne rassure les malades. Troisième point, et non des moindres, la question de l'administration de la substance létale. La séance publique avait dans un premier temps choisi de laisser un libre choix entre l'auto-administration et l'administration par un médecin ou un infirmier. Je m'en étais inquiétée et je ne suis pas la seule. Je salue donc la seconde délibération qui vient de rétablir le principe que j'avais défendu dès la première lecture. L'auto-administration est la règle. L'intervention d'un soignant n'intervient que lorsque la personne est dans l'incapacité physique de le procéder elle-même. Ce rétablissement est une bonne nouvelle, mais je veux dire que cet équilibre reste fragile. Il a failli basculer dans cet hémicycle et il pourrait basculer à nouveau. Or, sur ce point, je suis formelle. Si nous imposons aux soignants de pratiquer le geste létal comme une option ordinaire, nous les perdrons. Et sans les soignants, mes chers collègues, il n'y a pas de loi, il n'y a qu'un bout de papier. La parole est à présent à madame Audrey Abadi-Amiel pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Au terme d'une longue semaine de débat et après plus de 3 années de réflexion collective, nous allons nous prononcer une nouvelle fois sur 2 textes qui feront date. Leur portée nous oblige. Chacun l'a dit ici, ces textes touchent à l'une des expériences qui marquent le plus profondément la vie, l'anticipation de notre propre mort. Et c'est parce que ce texte pourrait tous nous concerner que nous légiférons aujourd'hui avec une gravité toute particulière. Pour certains, dont je fais partie, le texte que notre Assemblée a construit au terme de ces années de débat répond à une attente exprimée de longue date par nombre de nos concitoyens, celle de pouvoir, dans des circonstances exceptionnelles, décider des conditions de sa fin de vie lorsque la souffrance est devenue insupportable, sans perspective d'amélioration. Seulement pour d'autres, ce texte fait naître des inquiétudes profondes. Pour eux, nous ouvrons la boîte de Pandore. Ils craignent un glissement progressif, un élargissement incontrôlé, une banalisation. Ces inquiétudes ne doivent pas être caricaturées. Elles méritent d'être respectées, entendues et aussi confrontées au contenu précis du texte. Car le droit que nous ouvrons n'est pas sans condition. Il est réservé à des personnes majeures, résidant de façon stable sur notre territoire, atteintes d'une affection grave et incurable, dont la maladie est engagée dans un processus irréversible et présentant une souffrance physique ou psychologique, soit réfractaire au traitement, soit que la personne juge insupportable après avoir choisi de ne pas recevoir ces traitements ou d'y mettre fin. La procédure est encadrée, la demande doit être explicite et réitérée, la personne peut revenir sur sa décision à tout moment et un contrôle a posteriori est prévu. Parce que le but de ce texte n'est pas de créer un droit à mourir, il est bien de répondre à une souffrance qui existe déjà. Celle de personnes qui, confrontées à une impasse médicale, prennent des décisions seules, parfois sans en informer leurs proches. Celle de familles qui accompagnent dans un secret coupable. Celle de soignants qui, par conviction, choisissent d'accompagner leurs patients jusqu'au bout en prenant tous les risques. L'absence de cadre juridique donne lieu à ces pratiques clandestines où des milliers de familles affrontent des drames intimes dans la peur, le secret, la honte, la culpabilité, le danger, en dehors de tout accompagnement.
Alors, en responsabilité, une grande partie d'entre nous, et j'espère la majorité, vont renverser ce statu quo et donner un cadre pour que chacun puisse être accompagné. Ce nouveau droit ne peut pas exister seul. Le second texte sur lequel nous nous prononçons, relatif à l'accompagnement et aux soins palliatifs, est indissociable du premier. Face à la douleur, chacun mérite d'être accompagné inconditionnellement. Ces deux textes ne sont pas les deux faces d'une même médaille. Ils sont les deux mains d'un même geste. L'une qui soutient et apaise par les soins palliatifs, l'autre qui, dans un cadre strict, permet de respecter une décision personnelle et de l'accompagner en sérénité. Ce vote ne mettra pas fin au débat. Il n'épuisera pas les interrogations éthiques. Mais il dira si nous choisissons un cadre légal, exigeant, transparent et contrôlé, plutôt que le silence juridique qui, lui, n'a jamais protégé personne. C'est pour toutes ces raisons qu'une partie des députés du groupe Lyot, ainsi que moi-même, auront l'honneur de soutenir ce texte. Je vais donner maintenant la parole à monsieur Yannick Monnet pour le groupe Gauche, Droite et Républicaine. S'agissant du texte sur les soins palliatifs, sur lequel je me concentrerai aujourd'hui, dès la première lecture, un consensus a existé pour rompre avec une incantation qui existe déjà depuis 30 ans. Car depuis 1999, la loi prévoit le droit pour tous aux soins palliatifs. Et pourtant, aujourd'hui, répétons-le, seule la moitié des adultes et 2/3 des enfants ayant besoin de soins palliatifs y ont effectivement accès. Après tant d'années et confrontés à une telle injustice sanitaire, accentuée par de très fortes disparités territoriales, cette proposition de loi visant à garantir un égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs constitue l'opportunité d'amorcer une nouvelle ère, celle qui replace l'accès aux soins palliatifs comme une priorité non négociable de notre politique de santé publique. C'est pourquoi je me félicite que nous ayons pu rétablir, pour l'essentiel, un texte qui nous est revenu très fortement abîmé par le Sénat, une majorité au Sénat qui, je le pense, avait fait ce choix délibéré sur ce premier texte, espérant certainement soulever davantage d'opposition sur le second. Néanmoins, l'essentiel a été sauvé. Et même si je regrette que nous n'ayons pas rétabli un strict droit opposable, il s'agissait en effet d'un symbole fort, attendu par de nombreuses associations d'usagers et agissant dans le même esprit, celui d'affirmer que chacun a droit à cet accompagnement dès lors qu'il est en souffrance. Néanmoins, cet article 1er pose de nouveau le principe de la garantie de la prise en charge des personnes malades et de leur entourage. Et encore, notre amendement a permis de rétablir le fait que l'équité d'accès à ces soins dépend de leur répartition sur l'ensemble du territoire. Nous avons par ailleurs réussi à réintroduire dans le texte la création des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs, ces lieux nouveaux dédiés aux personnes ne nécessitant pas une hospitalisation, mais nous pouvons rester à domicile et dédiés également aux proches de la personne malade ayant besoin d'un répit. Surtout, nous avons rétabli l'exigence que ces maisons soient exclusivement sous statut public ou privé non lucratif. Enfin, depuis plus d'1 an, nous avons souvent souligné la nécessité de soutenir l'irrigation de la culture palliative en médecine. C'est pourquoi je me réjouis du vote de notre amendement rétablissant à titre expérimental une formation des futurs médecins au contact direct des unités de soins palliatifs et des équipes mobiles. Cela étant dit, les moyens financiers qui seront alloués à l'accompagnement et aux soins palliatifs sont bien sûr déterminants pour que l'ensemble des dispositions de ce texte deviennent pleinement réalité. À ce titre, je regrette qu'une majorité de notre Assemblée ait refusé d'inscrire ce financement dans le cadre d'une loi de programmation discutée par le Parlement à partir des besoins des malades et des soignants, et donc bien plus contraignante que le plan national à la seule main du gouvernement. Chers collègues, c'est dans cet esprit que les députés du groupe GDR voteront pour ce texte relatif aux soins palliatifs. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à présent à madame Hanan Mansouri pour une durée de 10 minutes. Fut un temps, le progrès médical était la création d'examens de radiologie, la découverte de la structure de l'ADN, l'immunothérapie contre le cancer, l'identification de l'origine de la trisomie 21. Fut un temps, le serment d'Hippocrate avait une valeur. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Entendez là les soins palliatifs. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Entendez là le refus de l'acharnement thérapeutique. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Entendez là, je ne pratiquerai pas l'euthanasie. Fut un temps encore, on considérait que la vie humaine était digne, indépendamment de l'âge, du handicap, de la maladie, de la dépendance.
Mais aujourd'hui, on veut nous faire croire que la vie ne mérite d'être vécue qu'à condition d'être jeune, indépendant et en bonne santé. Ce que vous nous demandez de voter aujourd'hui n'est pas une loi parmi d'autres. Ce n'est pas un ajustement technique, ce n'est pas une réforme sanitaire, c'est un basculement moral, un basculement politique, un basculement civilisationnel. Vous prétendez encadrer une pratique exceptionnelle. En réalité, vous êtes en train d'organiser un droit de provoquer la mort. Vous prétendez défendre la liberté. En réalité, vous installez une pression sociale permanente sur les malades, les personnes âgées, les handicapés. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est la manière dont ce texte s'est transformé sous nos yeux. Au départ, vous nous expliquiez que ce texte serait strict, rare, encadré. Et puis, en séance, vous avez élargi le dispositif. L'euthanasie devait être l'exception si la personne ne pouvait pas s'administrer la substance elle-même. Ensuite, cela a été à la carte, suicide assisté ou euthanasie, puis vous êtes revenu dessus. Vous avez fait sauter la digue, pas par hasard, mais parce qu'il est sans doute plus confortable de demander l'euthanasie lorsque l'on sait que l'on n'aura pas la responsabilité matérielle de l'accomplir. Car appuyer sur la seringue qui provoquera sa propre mort n'est pas un geste anodin. Remettons alors cette charge dans les mains d'un médecin. Vous avez fait entrer la mort au banc des soins et travesti la défense de la vie en acharnement réactionnaire. Un garde-fou à sauter. Autre indignité, si un patient suspend sa demande d'euthanasie, il sera relancé pour ne pas oublier. Relancé comme un client, comme un dossier, comme une formalité administrative. Mais quand une personne hésite à mourir, ce n'est pas un oubli, c'est un sursaut de vie, c'est un doute, c'est une preuve d'humanité, une main tendue pour rester. Et vous transformez ce moment de fragilité en anomalie procédurale. Vous aviez demandé la mort, n'oubliez pas de la confirmer. Voilà ce que vous appelez la liberté. Je veux également citer une phrase qui devrait tous nous glacer. Elle est prononcée par Odette Thibault, cofondatrice de l'ADMD, association dont est membre d'honneur M. Falorni, le rapporteur, et qui disait au sujet des personnes âgées « Dès qu'ils sont inutiles ou qu'ils représentent une charge supplémentaire, on est content de les voir disparaître. Quand on commence à penser qu'une vie vaut moins parce qu'elle coûte, on a déjà franchi une ligne rouge. Votre loi ouvre la porte à une sélection implicite, les vies productives et les vies considérées comme inutiles. Ce n'est pas de la compassion, c'est du tri. Voilà le fond idéologique de ce texte. Ne pas protéger les plus vulnérables, comme les personnes sous tutelle qui demain pourront demander l'euthanasie alors que la loi ne les autorise même pas à signer des chèques. Encore un garde-fou en moins. Vous aviez dit qu'il s'agissait d'un texte strictement encadré et que les souffrances devaient être physiques et psychologiques pour faire une demande. Puis, la souffrance est devenue à elle seule un motif d'euthanasie. Les dépressions, la bipolarité, la schizophrénie. À une heure où nous parlons de la santé mentale comme un enjeu national, tout particulièrement pour ma génération, vous proposez comme solution de partir. Un autre garde-fou en moins. Pour vous assurer que la personne ira au bout du processus de l'euthanasie, vous avez voté un dispositif inédit au monde, non imaginé par les plus libertaires de cette planète avant vous, le délit d'entrave. 2 ans de prison et 30 000 € d'amende pour les médecins, les soignants, les amis, les membres de la famille qui diront « Je sais que tu es en souffrance, mais je te propose de t'aider autrement qu'en te tuant ». 2 ans de prison et 30 000 € d'amende pour le simple fait de vouloir proposer autre chose que l'irréversible, pour le simple fait d'être humain. Ce délit d'entrave est une honte, une abomination pour les proches. L'un des derniers garde-fous saute lui aussi. En miroir, vous nous avez fait voter un délit d'incitation très réduit, 1 an de prison et 15 000 € d'amende, 2 fois moins que le délit d'entrave. Cet hémicycle s'apprête donc à acter qu'inciter quelqu'un à mourir est moins grave que tenter de l'éviter. Votre texte prévoit aussi que sur le certificat de décès soit inscrit mort naturelle. Mais ce sera faux, objectivement faux, juridiquement faux et moralement faux. La personne ne sera pas morte naturellement, elle sera morte par administration d'une substance létale. Vous demandez aux médecins de mentir, vous demandez à l'État d'effacer la réalité, vous demandez aux familles de vivre avec une falsification officielle. Mais pourquoi ce camouflage ? Parce que vous savez que ce que vous faites dérange. Parce que vous savez que cet acte de donner la mort choque. Alors vous maquillez la vérité. Et une loi qui commence par travestir les faits est une loi dangereuse. Et maintenant, mes chers collègues,
je veux vous parler non pas d'un principe abstrait, mais d'une conséquence très concrète de votre texte. Car cette loi ne va pas seulement bouleverser la relation entre un médecin et son patient, elle va bouleverser l'organisation même de nos établissements de santé. Vous prétendez légiférer pour quelques situations exceptionnelles. En réalité, vous êtes en train de créer une onde de choc dans le monde hospitalier. Des établissements entiers vont être mis en difficulté. Des soignants vont partir, non pas par idéologie, mais par conscience. Beaucoup d'établissements de santé vont fermer parce qu'ils refuseront de pratiquer l'euthanasie alors même que votre texte les y oblige. Vous nous parlez de clause de conscience individuelle, mais vous créez une obligation collective. Pendant le débat, beaucoup de questions sont restées sans réponse. Et parmi ces questions, une très simple. Vous avez déjà hurlé, mais je n'ai toujours pas eu de réponse, donc je vais la répéter. Que se passe-t-il si la substance létale échoue? Qui intervient? Comment? Avec quel geste? Avec quelle responsabilité pénale? Avec quelle souffrance pour le patient? Je vous répète une nouvelle fois l'histoire de cette patiente en Belgique. La substance létale a échoué. Le médecin l'a étouffée avec un coussin, considérant que c'était la suite logique. Souhaitez-vous vraiment que cela arrive en France? Votre texte parle de la mort comme d'un processus propre et maîtrisé, mais la médecine n'est pas une science exacte. Vous légiférez sans prévoir l'échec, c'est une faute politique. Enfin, je veux dénoncer le comportement des promoteurs de ce texte tout au long des débats. Cela n'a pas été un débat, et encore moins un débat respectueux, comme vous ne cessez de l'affirmer. C'était une obsession. Vous n'avez pas cherché l'équilibre d'un texte. Aucun des milliers d'amendements que nous avons proposés n'ont été adoptés. Aucun cadrage, aucun compromis, aucun équilibre. Vous avez simplement imposé. Pour toutes ces raisons, au nom des malades, au nom des soignants, au nom des personnes âgées, au nom des enfants, au nom de notre conscience collective, je m'opposerai avec force à ce texte et l'ensemble du groupe UDR votera contre. Parce qu'une loi qui organise la mort ne peut pas être une loi de progrès. Et que si cette loi est adoptée, la France pourra marquer cette date comme jour de deuil national. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à présent à Monsieur Thomas Ménager pour le Rassemblement national. Il est des débats qui nous obligent à sortir des postures et des réflexes partisans. Le sujet de la fin de vie est de cela. Il touche à l'intime, à la vulnérabilité, à la peur de la souffrance, mais aussi à l'idée que nous nous faisons de la dignité humaine et de la responsabilité collective. Avant même d'évoquer le dispositif qui nous est proposé, je veux rappeler une évidence. Lorsqu'une personne entre dans la phase ultime d'une maladie incurable, la première réponse de la société doit être le soin, l'accompagnement, le soulagement. Les soins palliatifs ne sont pas une option parmi d'autres. Ils incarnent une conception profondément humaine de la médecine. Même lorsque l'on ne peut plus guérir, on peut toujours apaiser. Même lorsque l'issue de la mort est certaine, la présence et l'humanité demeurent essentielles. Nous savons que l'accès à ces soins reste aujourd'hui inégal selon les territoires. Cette situation, et c'est un préalable, doit être corrigée. Garantir à chaque Français, où qu'il vive, d'accéder à des soins palliatifs est une exigence d'égalité républicaine. C'est un impératif sanitaire, mais c'est avant tout un impératif moral. L'aide à mourir ne saurait être jamais envisagée comme un palliatif aux soins palliatifs, ou un pis-aller, une voie dans laquelle on enverrait les personnes qu'on ne peut pas prendre en charge et dont on ne peut pas apaiser les souffrances dignement. Cela étant posé, on ne peut pas non plus nier certaines réalités. Il existe des situations, heureusement rares, mais bien réelles, où une personne atteinte d'une infection grave et incurable et engagée dans un processus irréversible exprime de façon réfléchie la volonté de ne pas prolonger une phase terminale qu'elle juge insupportable. Ces demandes ne relèvent ni de la légèreté ni de l'abandon. Elles naissent d'expériences humaines extrêmes. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Ces situations existent. Elles existent parfois dans le silence, souvent dans la solitude, parfois dans des départs à l'étranger qui ajoutent l'exil à la détresse. Elles existent dans nos hôpitaux, dans nos maisons, parfois dans nos familles. Elles existent évidemment dans chacun de nos territoires. Je pense par exemple à Gaëtan Verrecchia, habitant de mon département du Loiret, qui nous a quittés au début du mois de février et dont les parents ont relayé l'histoire dans la presse locale récemment. Ce jeune homme de 35 ans, atteint d'une tumeur vasculaire et dont aucun traitement n'arrivait plus à apaiser la douleur, a vécu une agonie longue de 18 heures, malgré une sédation profonde et continue. Car après 2 ans de combat contre la maladie,
Gaëtan avait développé une résistance aux morphiniques. Son père, David Verrecchia, s'est exprimé dans les termes suivants. Je cite. « Il se réveillait toutes les 30 minutes en demandant s'il était mort. Nous devions lui dire que non et de se rendormir. On lui tenait la main en espérant que chaque respiration soit la dernière. Sa mère et moi avons fini par nous boucher les oreilles à chaque râle que nous entendions, car c'était atroce de l'entendre souffrir et de ne rien pouvoir faire. » Je comprends ceux de mes collègues sur mes bancs notamment, mais comme sur tous les autres bancs, qui ont des doutes. Je respecte ces doutes et je ne vous parle pas aujourd'hui pétri de certitude. Il nous faut tous être vigilants et humbles face à ces questions qui traitent de la vie et de la mort. Mais il nous faut aussi être humbles en admettant que parfois la médecine ne peut pas tout. Il nous faut aussi être humbles en admettant que parfois certaines souffrances ne trouvent pas d'autre issue que celle de l'ultime choix pour soi-même. Le texte qui nous est soumis ne consacre pas un droit général à mourir. Il fixe des conditions cumulatives. Rien n'y est automatique, rien n'y est expéditif. Les inquiétudes sont légitimes. Elles portent sur la protection des plus vulnérables, sur les risques de pression, sur la crainte de la banalisation. Mais c'est précisément parce que ces risques existent qu'un cadre légal est aujourd'hui nécessaire. L'absence de loi ne protège d'ailleurs pas davantage. Elle laisse place à l'opacité et à l'inégalité. Vous l'aurez compris, je me prononcerai donc à titre personnel, comme certains de mon groupe, avec humilité, en faveur de ce texte, en étant conscient que la mort est toujours un drame et qu'elle ne l'est pas moins quand on la demande. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à présent à Madame Nicole Dubré-Chirat pour le groupe Ensemble pour la République. S'agissant de la proposition de loi relative aux soins palliatifs, le texte leur donne une nouvelle impulsion. Son ambition se résume à la volonté d'améliorer l'accompagnement des malades et de leurs familles jusqu'à la fin de la maladie. Il est consensuel. Il traduit l'assentiment existant sur la nécessité de développer les soins palliatifs sur tout le territoire, soit sous forme de lits dans des unités de soins, soit des unités de soins spécialisées ou des équipes mobiles intervenant en établissement de soins ou à domicile. Le développement et l'accès aux soins palliatifs est dans notre pays relève d'un enjeu majeur, celui de l'égalité devant le service public de la santé. Alors que l'offre de soins palliatifs reste inégalement répartie, le lieu de domicile du patient ne peut plus, dans bien des cas, être synonyme de renoncement. C'est donc à cette attente qu'il nous faut répondre par une augmentation ambitieuse, massive et équitable de ces soins. Le texte concrétise un but que nous devons atteindre au plus vite, des soins palliatifs partout et pour tous, et c'est le cas de la stratégie décennale mise en place. Mais lorsque les soins palliatifs ne sont pas suffisants ou accessibles ou souhaités par le patient, il est nécessaire de lui proposer une autre solution. C'est le sens de la proposition de loi sur la fin de vie. Elle est complémentaire et non opposable aux soins palliatifs dans le respect absolu de la volonté de la personne. Elle permet d'offrir un cadre législatif renforcé visant à soulager les souffrances de la personne dans le respect absolu de sa volonté. Je veux redire qu'il s'agit ici d'un texte équilibré, même si ce qualificatif a été contesté par certains, basé sur une demande initiale du malade, réitérée tout au long du processus, répondant à 5 critères cumulatifs particulièrement précis. Le cadre juridique strict entraîne de fait la non-éligibilité pour les personnes atteintes d'une maladie psychiatrique, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les mineurs. Il me semble important de le rappeler car la désinformation est forte et récurrente à ce sujet de la part des détracteurs du texte. Concernant l'évolution du texte, initialement, le malade pouvait décider entre une auto-administration et une administration de la substance létale par un professionnel de santé, comme dans d'autres pays. Je regrette toutefois que la seconde délibération demandée sur ce point n'ait pas confirmé le vote en hémicycle, car le respect de la volonté du malade et la sécurité des soignants devraient guider le législateur à chaque instant. Une autre seconde délibération demandée par le gouvernement a entraîné l'adoption d'un amendement souhaitant préciser à l'article 4 qu'une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l'aide à mourir. Nous avons vu que les malades psychiatriques n'étaient pas éligibles à cette loi. Cette précision n'était pas utile car la 4e condition précise que le patient doit
présenter une souffrance physique ou psychologique liée à une affection. Ce lien obligatoire ne peut susciter aucune ambiguïté. Les critères sont cumulatifs, je le répète, et doivent être appréciés dans l'entièreté de leur contenu. Cela rassure et sécurise certains de nos collègues craignant une dérive dans l'application des conditions. Je souhaite insister sur un point très important. Le droit de recourir à mourir repose d'une part sur le choix du malade dans le respect de la dignité de la personne et d'autre part sur le respect des convictions des soignants de participer ou non à la procédure puisque le texte leur accorde la protection par la clause de conscience. Aucun soignant ne sera contraint à cet accompagnement. Après autant d'attentes, l'Assemblée nationale doit à nouveau se prononcer sur ce texte. Je crois qu'il est de notre devoir de répondre à la demande exprimée par les malades, les associations qui les représentent et les soignants dont l'opinion est majoritairement favorable sur le sujet. Je suis très attachée au vote de ce texte, dont le parcours législatif aura été particulièrement mouvementé et long, quoi qu'en disent certains de nos collègues. Ce texte est conforme aux valeurs de la République, liberté de choix, égalité d'accès aux soins, fraternité pour l'accompagnement en fin de vie. Soutenir le droit à l'aide à mourir, ce n'est pas la promouvoir, c'est tenir compte du patient malade et respecter son autonomie dans le choix de ses soins. Notre droit doit pouvoir permettre à chacun et à chacune une fin de vie libre et choisie, dans les conditions les plus dignes, lorsque la maladie ou la douleur n'est plus supportable et qu'aucun traitement n'est efficace. Si j'appelle à titre personnel à faire évoluer favorablement notre cadre législatif, attendu de longue date par les patients, le groupe Ensemble pour la République laissera une liberté de vote sur l'ensemble des deux textes au nom du respect des valeurs de chacun de ses membres. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Madame Karen Héraudy pour le groupe La France Insoumise. Nous y sommes, ce moment de vérité, ce moment où la politique rencontre l'intime, l'ultime. Je parlais de dignité, pas celle des grands discours, celle des corps qui souffrent, celle des regards qui s'éteignent seuls. D'abord, sur les soins palliatifs, le compte n'y est pas, je le dis avec une immense colère. Nous avons défendu des amendements de bon sens, d'humanité, et vous les avez balayés. Je veux énumérer nos défaites, vos défaites, car ce sont autant de reculs pour le droit de chacun à être protégé et accompagné. Nous avons perdu sur les soins à domicile entourés de ses proches. La souffrance ne s'arrête pas au port d'un domicile. Mourir dignement est un droit pour toutes et tous. Nous avons perdu le rétablissement du droit opposable aux soins palliatifs. Sans ce bouclier, vos promesses de lit ne sont que mirages. La loi aurait dû garantir un accès effectif aux soins palliatifs sous 48 heures. Un patient dont la condition se dégrade brutalement ne peut attendre de longs délais administratifs pour être enfin soulagé. Nous avons perdu la force du plan personnalisé d'accompagnement et de soins. Vous l'avez vidé de sa substance, empêchant ainsi le malade de garder la maîtrise de sa fin de vie. C'est encore une occasion manquée de remettre le patient au centre du soin. Enfin, vous avez refusé de rétablir l'objectif d'une maison d'accompagnement par département et par territoire d'outre-mer. C'est un abandon pur et simple de l'égalité territoriale devant l'accès aux soins palliatifs. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce texte. On ne peut pas prétendre accompagner la fin de vie sans donner les délais, les moyens humains et financiers pour le faire. C'est la démagogie de la droite et de l'extrême droite, de grands mots mais jamais de moyens. Venons-en maintenant à l'aide à mourir. C'est un texte attendu. Choisir sa fin de vie, c'est l'acte d'autodétermination le plus pur. C'est dire mon corps, mon choix, et ce, jusqu'à son dernier souffle. Je veux ici lever toutes les peurs, tous les doutes, car nous avons entendu trop de caricatures. L'aide à mourir que nous votons est strictement encadrée par 5 critères cumulatifs. Il s'agit de leur permettre de partir en paix, d'abréger leur souffrance quand elles deviennent torture, dès lors que la personne en exprime la demande. Si au dernier moment le patient change d'avis, tout s'arrête immédiatement. La liberté, c'est aussi le droit de dire non à la dernière seconde. Je déplore que les personnes atteintes de maladies neurodégénératives comme la maladie de Charcot ou d'Alzheimer soient les grandes oubliées de cette loi. Parce que pour elles, les directives anticipées et la désignation de personnes de confiance sont la garantie de leur dignité, leur volonté de rester souveraine même quand la conscience s'efface ou que le corps emprisonne, rendant impossible toute réitération. La loi Claeys-Leonetti reconnaissait déjà cette force, aujourd'hui nous reculons.
Je tiens ici à rassurer les médecins qui s'inquiètent. La clause de conscience reste totale. Mais il sera interdit d'entraver l'accès à cet ultime droit pour les autres. Car comme le proclame l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Les convictions des uns ne peuvent devenir les prisons des autres. Voter ce texte, c'est en faire reconnaître que chaque vie appartient à celui qui la vit, ni à l'État, ni aux médecins. Et dans notre République laïque, les dogmes ne doivent pas dicter nos derniers instants. C'est un acte de fraternité, de sororité et de respect pour la volonté humaine dans ce qu'elle a de plus souverain. C'est pourquoi nous voterons pour ce texte. Nous le faisons par humanité, parce qu'on ne peut plus accepter que nos citoyens s'exilent pour mourir dignement seulement s'ils en ont les moyens, parce que la liberté ne doit pas s'arrêter là où les souffrances commencent. Je vous appelle solennellement à choisir votre voie, la voie de l'autodétermination, pour que la République accompagne chacun d'entre nous avec respect, et ce, jusqu'à son dernier souffle, pour que la mort ne soit plus une fatalité subie dans la solitude, mais un ultime moment de liberté, de choix et de libération, afin de partir en paix. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Madame Océane Godard pour le groupe socialiste. 200 heures. 200 heures qui marquent l'histoire. À celles et ceux qui se sont engagés sur ce texte, je pense aux parlementaires, je pense aux Françaises et aux Français lors de la Convention citoyenne de 2023, je pense évidemment aux associations, aux familles, aux soignants, aux patients. Merci. Merci d'avoir partagé ce qui confine à l'intime. Rien n'est plus universel que la finitude, et pourtant rien n'est plus singulier que la manière dont chacune et chacun la traverse. Que nous partagions ou non la finalité de cette loi, ce qui nous lie est, comme le plaidait à cette tribune il y a 45 ans, Robert Badinter, dans son discours en faveur de l'abolition de la peine de mort, ce qui nous lie, c'est cette communion d'esprit, cette communauté de pensée à travers les clivages politiques, montrant bien que le débat qui s'est ouvert depuis des années est d'abord un débat de conscience, de respect, de liberté, d'ultime soin. Nos débats sont en résonance avec nos vécus, nos sensibilités, nos croyances. Et cela s'est véritablement ressenti, je le crois, dans chacune des prises de parole au sein de cet hémicycle. Et ce qui est très sensible, très complexe, c'est de bâtir une loi qui interroge les pouvoirs. Est-ce que notre vie nous appartient au point d'en choisir la mort aux conditions inscrites dans la loi ? Ou considère-t-on que notre propre finitude appartient à une force extérieure, qu'elle soit d'ordre religieux, spirituel, philosophique ou encore médical? Bien sûr, il n'y a pas de vérité absolue. C'est bien un autre chemin que la loi balisera en créant les conditions de sa propre finitude, parce que la survie charrie la vie, les souffrances physiques ou psychologiques charrient la vie. Une vie dont on peut considérer aussi que la fin a largement reculé, au prix souvent de traitements, de difficultés, de souffrances alors assumées. Nos regards considéreront désormais que des patients arrivent au bout d'un parcours que seuls ont la capacité d'apprécier s'ils méritent encore d'être vécus. Et c'est précisément cela que la loi vient autoriser, respecter, libérer. À plusieurs reprises durant ces longues journées et nuits, ici, j'ai espéré que les Français puissent suivre au moins une petite partie de nos débats pour sentir combien aussi les postures sont devenues poreuses, pour laisser passer les convictions personnelles mêlées à cette capacité de s'extraire de nos certitudes pour penser plus grand que soi, quitte à ce que parfois se cachent aussi nos propres peurs ou paradoxes. Ce temps démocratique aura montré combien la politique est noble quand elle vient chercher au plus profond de notre être nos expressions les plus authentiques. Et nous pouvons ici, sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, ressentir de la gratitude à l'égard du travail que nous avons produit pour bâtir une grande loi républicaine de progrès, d'humanité, une loi attendue. Une loi relative au droit à l'aide à mourir adossée à celle garantissant le développement des soins palliatifs, instaurant dans chaque département des unités de soins palliatifs et des maisons d'accompagnement,
ainsi que davantage de formation, de recrutement des soignants. Mais nous notons une avancée majeure, puisque nous avons sécurisé le cadre des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs. Ces structures, elles ont été inscrites dans une logique de service public, protégées de toute logique lucrative et à l'abri des dépassements d'honoraires. En revanche, ce qui fait défaut concerne le non-rétablissement du droit opposable aux soins palliatifs et la loi de programmation. Ces deux outils donnés au texte à pleine portée juridique et budgétaire, sans eux, ce texte reste finalement une promesse. Alors nous resterons donc particulièrement vigilants sur les financements, sur la formation des professionnels, sur les recrutements et sur le maillage territorial. Car l'aide à mourir n'a de sens que dans un pays où les soins palliatifs sont pleinement accessibles. Pour terminer mon propos, je voudrais dire combien cette loi relative au droit à mourir n'est pas permissive. Le cadre est précis, respectueux, et des patients et des soignants. Les 5 conditions cumulatives pour recourir à l'aide à mourir, la décision collégiale d'une équipe de soignants pluridisciplinaire, la clause de conscience des soignants pleinement garantie, la confirmation de la volonté jusqu'au dernier instant. Nous avons abouti à un texte d'équilibre, construit pas à pas, sans perdre sa cohérence. Nous avons accepté de renoncer à l'accès par directive anticipée et à ouvrir l'aide à mourir aux personnes en situation irrégulière. Nous ne conditionnerons pas le vote de cette loi, même si les patients n'auront pas le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration par un médecin ou un infirmier. Nous avons également précisé la définition de l'affection grave et incurable à la lumière de l'avis de la Haute Autorité de Santé. Alors oui, nous avons déplacé nos lignes pour sécuriser l'équilibre. Et je veux le dire ici clairement, comme la loi autorisant le recours à l'IVG n'a pas fait avorter systématiquement les femmes, cette loi ne tuera pas. C'est la maladie qui tue. Cette loi n'incitera pas à mourir. Au contraire, peut-être même qu'elle participera à apaiser des malades qui savent qu'ils peuvent recourir à l'aide à mourir s'ils n'en peuvent plus. Pour la dignité, pour la liberté d'être et d'agir, une large majorité du groupe socialiste et apparenté, bien sûr, on respectera la liberté de vote de chacun, et une large majorité votera en faveur de la proposition de loi relative aux soins palliatifs et pour une loi autorisant le recours à l'aide à mourir en France. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe Droite républicaine. Il est des débats où le législateur ne peut se contenter d'être technique, mais où il nous faut être profondément humain. Le débat sur la fin de vie est de cela. Car au fond, la question qui nous est posée aujourd'hui est simple. Que doit faire la République quand la vie devient fragile ? Doit-elle d'abord entourer, soulager, accompagner, ou doit-elle organiser la mort ? Pour ma part, ma conviction est claire. Je soutiens résolument la proposition de loi qui développe les soins palliatifs et je m'oppose à celle qui vise à légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. Non par indifférence à la souffrance, mais par fidélité à ce que doit être une société du soin. On nous a beaucoup parlé de liberté individuelle et de libre choix, mais ayons le courage de regarder la réalité en face. Peut-on parler de libre choix quand l'accès aux soins palliatifs reste inégal selon les territoires ? Peut-on parler de libre choix quand des familles cherchent parfois désespérément une place en unité spécialisée ? Peut-on parler de libre choix quand la douleur physique, la détresse psychologique ou la solitude ne sont pas correctement prises en charge ? La vérité, il faut la dire avec gravité, sans accès effectif et suffisant aux soins palliatifs partout en France, le prétendu choix de mourir devient un non-choix. Un non-choix dicté par la peur de souffrir, un non-choix dicté par le sentiment d'être une charge, un non-choix dicté par l'isolement. La liberté sans alternative réelle ne saurait jamais être une liberté. Cela devient une véritable résignation. Avant d'ouvrir un droit à mourir, notre premier devoir est d'assurer, partout et pour tous, le droit d'être soulagé, accompagné, entouré. C'est une question de justice, d'égalité territoriale et de dignité humaine.
Je veux aussi lever une confusion qui s'installe dangereusement dans le débat public. Non, il n'y a pas de continuum entre soins palliatifs d'une part et euthanasie d'autre part. Les deux démarches sont de nature fondamentalement différente. Les soins palliatifs visent à soulager sans jamais provoquer la mort. Ils s'inscrivent dans une éthique du soin, de la présence, de l'accompagnement, de la vulnérabilité. L'euthanasie, elle, consiste, il faut le dire clairement, à donner la mort. Mettre ces deux réalités sur une même ligne est une faute et, disons-le clairement, une profonde injustice pour les soignants qui s'investissent au quotidien. Car dans les unités de soins palliatifs, que voit-on chaque jour? On voit des professionnels qui ne renoncent pas. Jamais. On voit des équipes qui refusent l'abandon. On voit des femmes et des hommes qui affirment par leurs actes une vérité simple. Même quand on ne peut plus guérir, on peut toujours prendre soin de l'autre. C'est cela la véritable humanité. Permettez-moi à cet instant de leur rendre un hommage appuyé. Je pense aux médecins, aux infirmières, aux aides-soignants, aux psychologues, aux bénévoles, à toutes celles et tous ceux qui, souvent dans la discrétion, parfois dans le manque de moyens, s'investissent sans compter et sans relâche au service des personnes les plus vulnérables, au service de l'altérité. Mes chers collègues, le véritable progrès n'est pas d'organiser la mort. Le véritable progrès, c'est d'organiser la solidarité et la fraternité jusqu'au bout de la vie. Le véritable progrès, c'est qu'aucun de nos concitoyens ne se sente de trop, parce que trop fragile, trop dépendant, voire trop coûteux. Voilà l'honneur d'une nation qui respecte véritablement sa devise. C'est pourquoi je vous appelle avec gravité, mais aussi avec conviction, à soutenir résolument le développement des soins palliatifs et à refuser l'instauration du suicide assisté et de l'euthanasie dans notre droit, parce qu'au fond, mes chers collègues, une société se jugera toujours à la manière dont elle prend soin des plus vulnérables. C'est ça la véritable fraternité. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à madame Julie Lernous pour le groupe écologiste et social pour une durée de 10 minutes. Il est des textes qui dépassent les clivages partisans parce qu'ils touchent à l'essentiel. Notre vulnérabilité, notre dignité, notre humanité commune. La fin de vie relève de l'intime, des convictions personnelles, des histoires familiales. Elle nous oblige à parler avec pudeur, avec sincérité, mais aussi avec responsabilité politique. Voilà 3 années que notre Assemblée travaille, doute parfois, avance souvent sur cette question essentielle. 3 années de débat, 3 années aussi d'attente pour des milliers de familles confrontées à la maladie, à la souffrance, à l'accompagnement d'un proche. Aujourd'hui, en responsabilité, il est temps d'avancer, d'aboutir pour répondre à ces situations concrètes que notre droit laisse encore sans solution satisfaisante. Aujourd'hui, nous allons à nouveau nous exprimer sur ces 2 textes. Le premier relatif aux soins palliatifs, le second ouvrant l'aide à mourir. Certains voudraient les opposer. Nous continuerons d'affirmer qu'ils se répondent. Ils procèdent d'une même exigence, celle d'une fin de vie digne, libre, choisie, accompagnée. Aujourd'hui encore, l'accès aux soins palliatifs demeure profondément inégal sur notre territoire. 19 départements ne disposent d'aucune unité de soins palliatifs. 2 tiers des malades qui auraient besoin de ces soins n'y ont pas accès. Depuis 2017, la Cour des comptes ne cesse d'alerter sur le retard pris par notre pays. En 2015, elle pointait déjà une prise en charge incomplète. En 2023 encore, elle déplorait l'absence d'outils fiables d'évaluation. Le secteur des soins palliatifs reste sous-investi. Il manque aujourd'hui plus d'une centaine de médecins dans les structures existantes. Les équipes sont épuisées, les vocations peinent à émerger, faute de reconnaissance et de moyens. Et pourtant, les besoins vont croître. Le vieillissement de la population est une réalité. Selon les projections, le nombre de personnes de 75 ans et plus augmentera de 60% dans les 20 prochaines années. Comment imaginer que notre système de soins déjà fragilisé puisse y faire face sans un investissement massif? Car fragilisé, il l'est. Notre système public de santé souffre de décennies de restrictions budgétaires, de fermetures de lits, d'une perte d'attractivité des métiers du soin. À cela s'ajoutent des réalités que nous ne pouvons ignorer. L'augmentation des maladies chroniques et des cancers dans un pays fortement exposé aux pollutions environnementales. Nos choix collectifs en matière de santé ont des conséquences directes sur la fin de vie. Dans ce contexte, développer les soins palliatifs n'est pas une option.
C'est une exigence démocratique et sociale. C'est la condition minimale pour que chacun puisse être accompagné avec humanité lorsque la guérison n'est plus possible. Mes chers collègues, en première lecture, nous avions trouvé un équilibre. Nous avions inscrit dans la loi une stratégie nationale de l'accompagnement et des soins palliatifs. Nous avions sanctuarisé un droit opposable à en bénéficier. Ce n'était pas un symbole, c'était un engagement. Dire à chaque citoyen que la République garantit l'accompagnement et l'apaisement des souffrances lorsque la vie touche à la fin. Aujourd'hui, nous regrettons que cette ambition ait été affaiblie. Sans droit opposable, sans programmation pluriannuelle chiffrée, le risque est grand que les intentions demeurent des promesses. Et n'est-ce pas paradoxal que celles et ceux qui opposent soins palliatifs et aide à mourir ont parfois contribué à affaiblir concrètement ce droit? Nous voterons néanmoins ce texte parce qu'il constitue un pas en avant. Mais nous resterons vigilants. L'égalité territoriale et l'effectivité des droits doivent devenir des réalités, pas des formulations. Mais parler des soins palliatifs ne suffit pas à répondre à toutes les situations. En 2022, le président s'y était engagé. Les travaux de la Convention citoyenne ont été clairs. Une majorité de nos concitoyens y consentent aussi. Nous devons aujourd'hui nous prononcer en faveur de l'ouverture de l'aide à mourir. Nous devons entendre cette voix citoyenne. Nous devons répondre à cette exigence de liberté, de cohérence et de justice. Car derrière les principes, derrière les débats juridiques, il y a des visages. Des personnes atteintes de maladies incurables, confrontées à des souffrances qu'aucun traitement ne soulage. Des personnes âgées qui voient leur état se dégrader, parfois dans une solitude terrible. Des familles qui accompagnent, impuissantes, des agonies longues et douloureuses. Aujourd'hui, notre droit laisse certaines de ces personnes sans réponse. Il crée aussi une inégalité d'accès basée sur des conditions économiques. Celles et ceux qui ont les moyens peuvent se rendre à l'étranger, en Belgique, en Suisse, pour obtenir une aide à mourir. Mais tout le monde n'a pas cette possibilité. Nous considérons que le droit à mourir dans la dignité est une liberté fondamentale, qu'elle ne peut et doit pas être réservée, comme elle l'est aujourd'hui, aux plus fortunés, à celles et ceux qui, comme moi, grâce à ma nationalité néerlandaise, ont la chance de pouvoir bénéficier de ce droit. Non pas un droit à la mort, mais un droit face à la mort. Un droit de ne pas subir jusqu'au bout une souffrance devenue insupportable et sans issue. Il ne s'agit pas de banaliser un geste grave ou d'ouvrir une porte sans garde-fou comme certains le prétendent, parfois avec excès. Il s'agit de reconnaître qu'il existe des situations extrêmes auxquelles la loi doit pouvoir répondre avec humanité. Il s'agit aussi de rassurer celles et ceux qui veulent savoir que jusqu'au bout, la société respectera leur volonté et se tiendra à leur côté. Il s'agit de ne pas faire de la mort un tabou lorsque nous sommes malheureusement atteints d'une maladie incurable et que la fin est proche. Parce qu'il n'est pas de société juste qui abandonne ses mourants. Parce qu'il n'est pas de démocratie vivante sans liberté réelle. Parce que la dignité ne s'arrête pas au seuil de la fin de vie. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe écologiste et social votera majoritairement ces deux textes avec sérieux, avec humilité, en sachant que nous touchons à l'intime de chacune et de chacun, mais en assumant qu'il est de notre responsabilité d'offrir à toutes et tous cette promesse républicaine, être accompagnés, être respectés et lorsque toute autre réponse a échoué, pouvoir choisir en conscience la manière dont notre vie s'achève. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Monsieur Cyril Isaac-Sibille pour le groupe démocrate. C'est avec beaucoup d'humilité que je m'exprime aujourd'hui pour vous partager, en mon nom propre, mes convictions et mes doutes. Le temps du groupe MoDem ayant temps partagé, tous les votes n'allant pas dans le même sens. Je voterai bien évidemment pour la proposition de loi relative aux soins palliatifs, parce qu'il est de notre devoir d'accompagner la souffrance et soulager la douleur, parce qu'en France, l'accès aux soins palliatifs demeure inégal selon les territoires, parce que l'on ne peut pas envisager l'ouverture d'un droit à mourir sans au préalable avoir garanti à chacun que tout était mis en œuvre pour permettre une fin de vie digne, humaine et apaisée. Concernant l'aide à mourir, je mesure l'émotion qui entoure ce dispositif. Médecin, je connais et ai été confronté aux situations de vie auxquelles il entend répondre. Je sais l'attente d'une partie de nos concitoyens et l'inquiétude de l'autre. Oui, je suis favorable à une loi d'humanité encadrée qui ne s'impose pas comme un modèle, mais comme un ultime recours.
Mais le texte qui nous est soumis aujourd'hui dépasse cette logique d'exception. Malgré le respect dans les débats et la recherche d'un équilibre, j'en conviens, les débats l'ont montré, déjà aujourd'hui, certains veulent aller plus loin. Les plus partisans de cette loi la présentent comme une loi liberté. Mais n'est-ce pas une loi libérale que nous allons voter? Et non une loi qui prend soin, qui accompagne. Pour moi, législateur, la qualité d'une loi et d'une société s'apprécie au soutien que l'on apporte aux plus fragiles, aux plus vulnérables de ses membres. Qui sont-ils? Sans aucun doute, les personnes souffrant, les affres de la maladie, les troubles du vieillissement, les douleurs psychologiques, les personnes dépendantes de l'entourage dans les gestes les plus simples et les plus intimes de la vie. Or, quelle protection réelle offrons-nous à ces personnes qui remplissent tous ces critères, demandent l'aide à mourir, non parce que la douleur est inapaisable, mais parce qu'elles se sentent un poids pour leur conjoint, un fardeau pour leurs enfants, une charge pour les soignants et pour la collectivité. Ces partisans la présentent comme une loi sociétale. Mais où est la société dans le déroulé de cette aide à mourir? Elle laisse bien seuls les médecins sur lesquels va reposer toute la responsabilité de cet acte. Ces partisans la présentent comme un nouveau droit. Mais que penser d'une société qui banalise l'idée qu'il existerait des vies qui ne seraient plus dignes ou qui ne vaudraient plus d'être vécues? C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que nous avancions avec prudence. Et j'ai aujourd'hui une pensée particulière pour notre collègue d'Aréville qui siégeait là effectivement il y a quelques années et qui exprimait donc ici même, la veille de la dissolution, qui exprimait son vertige devant ce terrible message de renoncement et d'abandon. Ce que nous considérons aujourd'hui comme des garde-fous, d'autres, demain, les présenteront comme des discriminations. À cette vision, je préfère opposer un sentiment d'optimisme, porté par la science et par le progrès. Comme la chirurgie et la santé, les soins ont pu progresser grâce à l'anesthésie. Comme les soins obstétricaux ont pu bénéficier de la péridurale. Comme les douleurs réfractaires peuvent aujourd'hui déjà bénéficier aux injections intratécales, je suis persuadé que la science, le progrès, très prochainement pourra guérir ces maladies dégénératives comme la maladie de Charcot. Alors, cette loi sera rapidement dépassée, sera obsolescence. Chers collègues, vous l'avez compris, devant ces interrogations et aussi cet optimisme, je ne voterai pas pour la loi pour l'aide à mourir. Sur ce sujet, le doute n'est pas une faiblesse, il est une responsabilité. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à madame Nathalie Colin-Esterlé pour le groupe Horizon et Indépendants. Je mesure aujourd'hui le poids de ces deux textes qui nous engagent pour les décennies qui viennent. Sur la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs, le groupe Horizon et Indépendants votera pour, comme il l'a fait à l'unanimité en première lecture. Ce texte répond à une réalité inacceptable. Aujourd'hui, plus d'un malade sur deux n'accède pas à ces soins qui pourraient apaiser ces derniers jours. Mettre en place les maisons d'accompagnement, la stratégie décennale, le plan personnalisé d'accompagnement, la formation des soignants, voilà ce que j'appelle une politique de dignité pour que chacun, partout sur le territoire national, puisse accéder à ces soins. Sur la proposition de loi relative à l'aide à mourir, il y a bien sûr une liberté de vote dans mon groupe et je ne m'exprimerai qu'à titre personnel. En première lecture, mon abstention, comme celle de certains de mes collègues, était un vote de vigilance pour que nous sécurisions les critères et protégions davantage les plus vulnérables, pour que ce soit un acte d'exception dans des situations rares de souffrance réfractaire aux soins. Aujourd'hui, je constate que nous sommes encore très loin d'un acte d'exception, d'un ultime recours. En première lecture, j'avais obtenu l'inscription de l'exigence d'une souffrance constante, comme le prévoit la loi belge. Son objet était précis, éviter que des états de souffrance transitoires, liés à un moment de désespoir ou à une phase aiguë, mal accompagnée, puissent fonder une demande d'aide active à mourir. Cet acquis a été supprimé. La posture qui malheureusement a présidé nos débats était de supprimer plutôt que d'améliorer. En première lecture également, j'avais obtenu à l'article 4 la garantie qu'une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l'aide à mourir. Jamais il n'a été question de faire une hiérarchie des souffrances. Cette phrase répond seulement à une préoccupation majeure, garantir qu'une souffrance psychique isolée, potentiellement évolutive et réversible, ne puisse à elle seule constituer le fondement d'une décision irréversible comme l'aide à mourir. Cette phrase vient d'être rétablie in extremis. Cela montre, là encore, la fragilité du texte.
Cette semaine, vous l'avez rappelé, l'hémicycle a adopté à 3 reprises des amendements substituant au principe d'auto-administration le libre choix du patient entre auto-administration et administration par un médecin ou un infirmier, autrement dit, le libre choix entre le suicide assisté et l'euthanasie, laquelle devenait une option ordinaire alors qu'elle doit rester l'exception. La seconde délibération que nous venons de voter revient à la version initiale. Ce que nous venons de rétablir, là encore, in extremis, rien ne garantit que la prochaine lecture ne le défasse pas. La fragilité de ce vote aujourd'hui est en elle-même un signal et démontre la volonté de certains ici d'aller plus loin. Lorsqu'il s'agit d'un acte irréversible, le doute doit toujours bénéficier à la vie. Enfin, le délit d'entrave a été maintenu. Lorsqu'un médecin, un proche, croit sincèrement qu'il reste une voie et le dit, faire de cette inclination un risque pénal, c'est confondre l'entrave avec l'espérance. L'adoption en séance publique du délit d'incitation ne constitue qu'une maigre consolation face à toutes ces inquiétudes que nous sommes nombreux à partager, d'autant que les peines ne sont pas alignées sur celles appliquées au délit d'entrave. Mes chers collègues, on nous présente ce texte comme un progrès. Je comprends cette conviction, mais je pose cette question. Est-ce un progrès d'autoriser à donner la mort sans s'assurer d'abord que tout ce qui pouvait aider à vivre dans la dignité a été tenté ? Mourir parce que vivre n'est plus qu'une agonie, ce n'est pas la même chose que mourir parce qu'on n'a pas reçu l'accompagnement qu'on méritait. Pour toutes ces raisons, je voterai contre ce texte, non par principe, mais par exigence, car il n'est pas suffisamment protecteur. La parole est à présent à monsieur Jean-Pierre Bataille pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Ce premier texte reconnaît la notion d'urgence, mais n'y répond pas à sa hauteur. La stratégie proposée ne contraint l'État en rien et surtout, pourquoi n'avoir pas rétabli le droit opposable aux soins palliatifs? Cela aurait au moins garanti un investissement public durable à la hauteur des besoins. Sans cela, ce texte, aussi important soit-il, fait office de trompe-l'œil, de leurre, bref, de volonté virtuelle. Nous le voterons toutefois, mais nous ne pouvons pas nous en satisfaire et c'est ce qui explique la raison pour laquelle une partie des membres du groupe Lyot estime que nous n'avons pas réuni les conditions pour légiférer sur l'aide à mourir et justement, venons-en au second texte. J'aimerais d'abord rappeler que ce que nous partageons, nous souhaitons tous que la fin de vie de ceux atteints de maladies incurables et à pronostic vital engagé à court terme soit la plus apaisée possible. Plus personnellement, je dois dire qu'en tant qu'ancien pharmacien, j'aurais aimé pouvoir voter ce texte. Je ne peux me résoudre à accepter que certains patients qui souffrent se retrouvent dans une impasse physique et psychologique. Dans ces circonstances, je conçois qu'ils puissent avoir la tentation d'anticiper leur départ. Il ne me paraît pas acceptable non plus que des personnes meurent dans la souffrance, parfois en mettant elles-mêmes fin à leur jour, dans le secret, l'isolement, la culpabilité, ou se trouvent contraints de trouver une ultime solution dans les pays voisins. Pour autant, pour voter ce texte, nous aurions aimé n'avoir aucune incertitude et pourtant, nous en avons un certain nombre. La première concerne les soins palliatifs eux-mêmes. Il est établi que lorsqu'un patient bénéficie d'un accompagnement adapté, son désir de mourir, tant mieux, disparaît dans l'immense majorité des cas. Nous n'avons pas encore déployé ces soins sur tout le territoire, comme je l'ai évoqué précédemment. Ainsi, légiférer sur l'aide à mourir avant d'y être parvenu reviendrait en fait et en droit à répondre à une détresse que nous n'aurions pu empêcher. La deuxième incertitude concerne le texte lui-même. La procédure d'évaluation de la demande d'aide à mourir prévoit une collégialité, mais sans décision à l'unanimité du collège. Elle encadre, mais s'adresse à des personnes dont certaines, faute d'un accompagnement suffisant, pourraient y recourir, non pas par liberté véritable, mais par épuisement, par solitude, par sentiment d'être une charge pour leurs proches. Ce que nous présentons comme la création d'un droit ne doit pas devenir pour les plus vulnérables une forme d'injonction au départ. La dernière incertitude est économique et structurelle. Dans les pays où l'aide à mourir a été introduite, on observe que la croissance a son recours à fragiliser les soins palliatifs en incitant les pouvoirs publics à y investir moindre. Dans notre pays où ces besoins sont déjà insuffisamment financés, nous ne pouvons que craindre un désengagement supplémentaire. Pour toutes ces raisons, ceux que je représente au sein du groupe Lyot ne sont pas en mesure de voter ce texte aujourd'hui, non par opposition de principe à toute évolution de notre droit, mais parce que nous aurions d'abord voulu évaluer les effets de la première loi sur les soins palliatifs et légiférer ensuite, si besoin, dans quelques années, avec davantage de recul et de garanties,
Certains s'abstiendront, d'autres s'opposeront à ce texte. Face à une question aussi grave que celle de la fin de vie, il n'y a pas de bonne réponse. Cette abstention ne doit pas être interprétée comme un renoncement, mais comme une prudence qui est parfois la forme la plus exigeante de la responsabilité. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Je vais donner la parole à présent à madame Elsa Fossillon pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. À celles et ceux que la maladie épuise, à celles et ceux pour qui l'existence est devenue une attente sans issue, un combat quotidien contre la douleur, contre l'altération du corps, parfois contre l'effacement de soi, à celles et ceux qui nous disent « je ne veux pas seulement survivre », c'est à elles et eux que nous pensons aujourd'hui. Pendant longtemps, leur parole est restée retenue, parfois tue, souvent déplacée vers les marges du débat public. Pourtant, elle existe, elle est digne et elle mérite une réponse. Car toutes les fins de vie ne se ressemblent pas. Il est des situations où la médecine, qui a considérablement allongé l'espérance de vie, ne peut plus guérir, où elle ne parvient plus à apaiser totalement, où le temps qui reste devient une épreuve que certains ne souhaitent pas, ne veulent pas traverser. Nous examinons deux textes indissociables, l'un sur les soins palliatifs et l'accompagnement, l'autre sur le droit à l'aide à mourir. Indissociables, j'insiste bien sur ce point. Nous voterons la proposition de loi relative aux soins palliatifs parce qu'elle affirme une ambition que nous réclamions, garantir un égal accès à l'accompagnement sur tout le territoire. Aujourd'hui, encore, trop de personnes n'ont pas accès aux soins palliatifs. Et cette inégalité est une injustice profonde, car il n'y a pas de liberté réelle sans égalité réelle d'accès aux soins. C'est pourquoi l'aide à mourir ne peut en aucun cas être le substitut à un défaut d'accompagnement. Elle ne doit jamais devenir la réponse à la solitude, à la précarité, au manque de moyens hospitaliers. Notre devoir est d'empêcher toute dérive, pas d'empêcher toute liberté. Précisément, le texte que nous examinons pose des garde-fous stricts et je veux les répéter. 5 conditions cumulatives. Une volonté libre, éclairée, réitérée, une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, une souffrance réfractaire au traitement ou jugée insupportable, une procédure collégiale, un cadre médicalisé. Nous parlons d'une situation clinique objectivée et d'un choix personnel et intimement personnel. Ce texte ne crée pas une obligation, il n'ouvre pas une facilité, il reconnaît une possibilité exceptionnelle. La suppression du caractère constant de la souffrance était nécessaire. La douleur n'est pas linéaire, elle fluctue. Exiger qu'elle soit constante revenait à nier la réalité vécue. Le principe d'auto-administration demeure, mais je regrette sincèrement que le libre choix entre auto-administration ou administration par médecin ou infirmier ait été supprimé. Permettre la demande expresse du patient, qu'un médecin ou un infirmier procède à l'administration et reconnaître que certaines personnes physiquement affaiblies ne peuvent pas accomplir seules ce geste. Les professionnels de santé sont évidemment au cœur de ce dispositif. Nous leur garantissons un cadre clair, une clause de conscience pleine et entière et la collégialité des décisions. Rien ne pourra se faire contre leur éthique personnelle. Ces textes, je veux le dire, s'inscrivent dans un cheminement entamé depuis des années et pas seulement ici. Droit des patients, refus de l'obstination déraisonnable, reconnaissance de l'autonomie. L'aide à mourir n'est pas un projet de société. Elle est une réponse d'exception. En revanche, elle dit quelque chose d'essentiel de notre société. Que nous refusons d'abandonner les personnes en grande souffrance à l'hypocrisie ou à la clandestinité. Elle dit que nous ne voulons ni l'acharnement déraisonnable, ni la solitude face à l'indicible, ni les départs à l'étranger réservés à ceux qui en auraient les moyens. Notre responsabilité est donc double. Garantir partout des soins palliatifs dignes, accessibles, financés et reconnaître, lorsque la médecine ne peut plus apaiser et que la volonté persiste, que la décision appartient à la personne. La dignité ne se décrète pas, elle se respecte et elle a besoin d'une réponse. Au sein de mon groupe GDR, des positions de vote différentes, les 3, s'exprimeront. Et sur un tel sujet, évidemment, il n'y a pas de discipline partisane, mais des convictions éthiques et chacune est respectable. À titre personnel, je voterai ces 2 textes parce qu'ils affirment une ambition que nous aurions pu encore élever pour les soins palliatifs. Ils encadrent strictement un droit attendu par une partie de nos concitoyens et souhaité par la société et ils répondent à des situations de grande souffrance que nous ne pouvons ignorer. Parce que ne pas légiférer aurait été, à mes yeux, un abandon indigne.
Merci beaucoup, Madame la députée. Je fais annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et je donne la parole à Monsieur Christophe Benz pour le Rassemblement national. C'est peut-être la dernière chance de rejeter ce texte. Depuis des siècles, l'humanité a pris la vie comme elle est, avec ses limites, ses joies, ses malheurs, sa magie, sa violence, ses surprises et ses turpitudes, ses règles et nos incompréhensions. La vie nous fascine, elle nous inquiète, avec ce qui fait tant de bien et ce qui fait si mal. Bien que de passage, ici-bas et maintenant, nous sommes dépositaires de cette vie humaine, précieuse, courte et digne par son existence même. Cette proposition de légalisation du suicide sous forme assistée ou déléguée à un soignant, elle renverse l'édifice des valeurs qui structurent notre civilisation. Elle percute violemment des décennies de politique de prévention du suicide. Cette proposition de loi, c'est l'injustice, l'abandon, la démission. L'injustice pour les 200 000 Français qui meurent chaque année dans la souffrance et parfois l'isolement, sans avoir accès aux soins palliatifs et à son accompagnement humain, médical, social. On leur proposerait un choix impossible entre souffrir ou mourir. Impossible de s'y résoudre. Ce serait l'abandon des patients, dont les douleurs les meurtrissent, plutôt que de mettre absolument tout en œuvre pour y répondre, maintenant, concrètement, humainement. Ce serait une démission car notre système de santé est dégradé. Alors, plutôt que de soigner, on expédierait la vie vers la mort. Impossible de s'y résoudre. La souffrance n'est pas une fatalité. La France fonce à grande vitesse sur le chemin du progrès médical et de l'amélioration de la prise en charge de la douleur. Ce n'est donc surtout pas le moment de démissionner. Au stade de cette deuxième lecture à l'Assemblée nationale, nous avons assisté à un dérapage total de cette loi, déjà si permissive, avec des amendements d'aggravation de la gauche. Ce sont les dérives à venir qui montrent leur visage un peu plus précocement. Ouvrir la porte, c'est permettre les dérives inhérentes à ce texte demain et après-demain. Je suis convaincu qu'une majorité de Français refuserait une telle loi si elle était soumise à référendum. Alors demandons-leur ce qu'ils en pensent de notre système de soins et les conclusions qu'ils en tirent. Chers collègues, n'enclenchez pas le mécanisme irréversible que certains vous présentent comme irrésistible. Chers collègues hésitants, nous appliquons un principe de précaution pour les enjeux liés à l'environnement. La France doit appliquer ce même principe pour la nature humaine. Chers collègues indécis, prenons le temps de la prudence, le risque de donner une vraie chance au progrès médical et social des soins palliatifs. Chers collègues, l'engrenage de la résignation ne nous mène nulle part. Il ne s'arrêtera jamais. Alors écoutons les hurlements sourds de ceux qui se battent pour vivre et le témoignage de leur combat. Chers collègues, dites oui au magnifique bruit de la vie plutôt qu'au silence assourdissant de la mort. Parce que, mes chers collègues, la France doit rester digne et fière de toujours soigner, de ne jamais abandonner ceux qui souffrent. N'ayons pas peur du sens de la vie. Ayons confiance dans notre belle nation du soin. Alors oui, définitivement, la France doit rester la lumière du monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors, je donne la parole à madame Élise Le Boucher pour le groupe La France Insoumise. Vous avez le culot de nous opposer la faiblesse du système de soins pour justifier votre vote contre l'aide à mourir. Mais où étiez-vous lors des derniers PLFSS lorsqu'il fallait voter l'augmentation massive des investissements dans la santé? Avec mon groupe LFI, nous avons été constants dans notre engagement. Nous n'avons qu'une seule volonté, défendre l'accès aux droits des personnes partout sur le territoire, quels que soient leurs moyens et dans le respect de leurs convictions. Aussi, sur les soins palliatifs, nous nous sommes battus pour financer les soins palliatifs avec des plans quinquennaux, garantir un accès équitable sur tout le territoire, rétablir le droit opposable et exclure le privé lucratif des maisons d'accompagnement. Cohérents, nous le serons jusque dans nos votes, parce que nous sommes favorables au développement des soins palliatifs, mais que nous ne pouvons soutenir un texte qui énumère de belles promesses sans engagement concret, sans droit opposable et sans financement garanti. Nous nous abstiendrons sur le texte de soins palliatifs et ne désespérons pas d'améliorer le texte en troisième lecture. En ce qui concerne l'aide à mourir, nous sommes fiers d'avoir contribué à la rédaction d'un texte d'équilibre. Un texte avec des critères suffisamment précis pour s'assurer que ce droit ne sera ouvert qu'aux personnes dont le pronostic vital est engagé et avec des souffrances insupportables.
Un texte qui affirme que chacun aura le choix de sa vie, sans empêchement grâce au délit d'entrave et sans incitation grâce au délit de pression que nous avons rajouté hier. Un texte qui rappelle que nul ne sera contraint de participer à l'aide à mourir, puisque les soignants pourront opposer une clause de conscience. Un texte où de multiples mécanismes de contrôle ont été prévus. Nous regrettons ne pas avoir obtenu le choix du mode d'administration pour permettre aux malades et à leurs familles de se centrer sur ce moment unique, sans aucune crainte. Ce texte n'est pas le nôtre, c'est un texte de compromis. Nous aurions souhaité mieux prendre en compte les directives anticipées, ouvrir l'aide à mourir aux mineurs émancipés et assouplir les conditions de résidence sur le territoire. Mais la représentation nationale nous oblige, nous savons dépasser nos clivages pour soutenir un texte d'équilibre. Parce que nous soutenons le droit de choisir la fin de vie librement et que nous savons ô combien les Françaises et Français attendent cette nouvelle liberté, nous voterons pour le texte sur l'aide à mourir. Nous espérons pouvoir faire de même. Je veux pour finir m'adresser aux associations antivalidistes qui nous interpellent. Dans une société encore profondément validiste, où le handicap, les troubles psychiques ou la vieillesse sont source d'exclusion, vos inquiétudes sont légitimes. Cependant, je souhaite être très claire. L'aide à mourir ne sera accessible qu'aux personnes en fin de vie dont le pronostic vital est engagé et qui le demandent. Aucune personne ne peut accéder à l'aide à mourir au titre de son seul handicap physique ou psychique. La loi que nous défendons interdit toute pression et abus de faiblesse sur les personnes vulnérables et prévoit des mécanismes pour s'assurer qu'aucune dérive ne sera tolérée. L'aide à mourir n'a pas vocation à remplacer les politiques de santé et d'accompagnement. Avec mon groupe LFI, nous défendons l'augmentation des budgets dédiés au handicap, à la santé, au grand âge, des politiques de prévention, l'accès aux soins sur tout le territoire, l'accessibilité des lieux, l'accompagnement quotidien et le soutien aux aidants. Vous pouvez compter sur nous pour défendre des politiques d'égalité en droit et dans les faits. Collègues, nous ne votons pas par nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais en résonance avec les Françaises et Français qui se sont exprimés en faveur de ces deux textes. Nous votons en leur nom, avec toute la hauteur et le vertige que cela implique, mais aussi toute l'humilité et la sagesse qu'ils attendent de nous. Merci Madame la députée. La parole est à présent à Monsieur Philippe Juvin pour le groupe Droite républicaine. Ce débat pourrait se résumer à 3 questions de principe. 1. L'État peut-il être mêlé à la mort d'un tiers, même par l'autorisation d'un simple dispositif ? Personnellement, je ne le crois pas. L'interdit de donner la mort est un principe absolu. Et si nous acceptons des exceptions à un principe absolu, d'autres, demain, justifieront d'autres exceptions. 2. Quelle société voulons-nous ? Voulons-nous une société du soin ou une société où la compassion se résumerait à fournir la mort sur demande, au nom de critères si peu solides que certains veulent déjà les élargir ? 3. Quand j'entre en blouse blanche dans la chambre d'un malade, je ne veux pas qu'il doute de la raison et de la nature de ma venue. Je l'ai déjà dit, mes chers collègues, j'aurais pu voter un élargissement de la loi Leonetti dans une situation exceptionnelle, ultime en conscience, mais maintenant, chacun doit savoir exactement ce qu'il va voter. D'abord, ce n'est plus une loi d'ultime recours, cette loi concernera aussi des personnes ayant plusieurs années à vivre, car avec certaines maladies au pronostic vital engagé en phase avancée ou terminale, on vit aujourd'hui plusieurs années. Le délai de réflexion, Belgique, 1 mois. Canada, 3 mois. Chez nous, 2 à 17 jours. 2 jours. Qui n'a jamais voulu mourir un jour et vivre 2 jours après, mes chers collègues ? Ce texte ignore un fait fondamental. Le désir de mort est fluctuant. La collégialité, le patient pourra n'avoir rencontré qu'un seul médecin physiquement. Nous proposions l'avis obligatoire du médecin traitant qui connaît mieux le patient que lui et d'un psychiatre. Refusé. Nous proposions une commission de contrôle avant le geste. Refusé. Elle se réunira après la mort, la belle affaire. Nous proposions qu'un déficient mental, un bipolaire ne puisse jamais être euthanasié. Refusé. Un majeur sous tutelle, mes chers collègues, qui ne peut signer un chèque pourra demander l'euthanasie. Parce que toutes les familles ne sont pas aimantes et qu'il y a des héritages qui se font attendre, nous proposions qu'un juge vérifie l'absence de pression ou d'abus de faiblesse. Refusé. Nous demandions que la moindre altération du discernement interdise l'euthanasie. Refusé. Alors vous dites loi de fraternité. Vous dites loi de fraternité, mais la fraternité, ce n'est pas ça. C'est se préoccuper des autres.
À l'admission aux soins palliatifs, 3% des patients veulent mourir une semaine plus tard, 10 fois moins. Qu'est-ce qui s'est passé en 7 jours? Eh bien, on a répondu à leurs besoins. Quand on s'occupe des gens, la demande d'euthanasie disparaît. Vous dites, c'est une loi de liberté absolue. Mais la liberté absolue, ça n'existe pas, nous ne sommes pas seuls. Et puis, est-on libre quand on souffre de dépression? Les psychiatres savent bien que non. Est-on libre quand on ne peut pas se payer d'aide humanitaire ou matérielle? Quand on est grabataire, seul, qu'on se sent sale dans son lit et que l'infirmière ne passe que le lendemain, on est moins libre de ses choix que si l'infirmière est là en permanence. Oui, vous n'êtes pas content. Mais je vous le dis, quand on ne peut pas se payer l'infirmière 24 heures sur 24, les jours et les nuits sont plus pénibles. Et ça peut donner des envies de mort. Alors vous dites, on ne forcera personne. Mais attention, attention, dans une société traversée par les inégalités, où l'on inculque insidieusement à certains qu'il serait un fardeau, la liberté proclamée peut se muer en pression silencieuse, pousser les plus vulnérables vers la sortie, les inciter à s'effacer eux-mêmes. Ouvrez les yeux. C'est déjà le cas au Canada. Pour un quart des Canadiens, la pauvreté est désormais une raison valable pour demander l'euthanasie. Et le handicap, pour 50%. Vous, mes chers collègues, vous pourrez choisir. Vous pourrez vous payer une infirmière parce que vous avez de l'argent. Vous pourrez choisir les soins palliatifs parce que vous avez des relations. Cette loi, c'est une loi votée par des gens riches et bien portants qui ont peur de la déchéance, mais qui s'appliquera aux autres, à ceux qui ne peuvent pas vraiment choisir. Non, mais ne me dites pas que le SDF et le milliardaire a le même choix. Ce n'est pas vrai. Surtout pas vous, s'il vous plaît. Surtout pas vous. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Deux paradoxes. 2 à 9 mois d'attente pour un rendez-vous antidouleur, 2 à 17 jours pour une euthanasie. Il sera plus rapide d'obtenir l'aide à mourir que des soins palliatifs. Enfin, comment promouvoir la prévention du suicide avec cette loi? Vous savez que la prévention du suicide, c'est dire à quelqu'un qui veut se suicider, il y a une alternative au suicide. Et là, en même temps, on va leur dire, le suicide est une alternative inacceptable, mais franchement, on ne va rien y comprendre. Cette loi révèle au fond une peur profonde de la vieillesse et du handicap. Elle sous-entend que certaines vies voudraient être vécues et d'autres devenues indignes. Non, aucun pays n'était allé d'emblée aussi loin dans l'ouverture des critères, les délais, la faiblesse du contrôle et la pression qui pèsera sur les plus vulnérables. Madame la Présidente, les députés de la droite républicaine voteront en conscience. Mais moi, ce n'est pas ma conscience, c'est ma raison qui me commande de ne pas voter cette loi qui va trop loin. Merci, monsieur le député. À l'issue de ces explications, c'est le moment des votes. Le premier sur les soins palliatifs, le second sur l'aide à mourir. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 560, exprimé 491, majorité 246, pour 491, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité. Alors, je vais maintenant mettre aux voix la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 562, exprimé 525, majorité 263, pour 299, contre 226. L'Assemblée nationale a adopté. Je voudrais donner rapidement la parole aux rapporteurs qui ont souhaité s'exprimer. Madame la rapporteure, messieurs les rapporteurs, Madame la ministre, si vous le souhaitez. Très brièvement, Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je voudrais vous remercier et vous féliciter de ce beau vote, car le développement des soins palliatifs, porté par une stratégie décennale déjà dynamique et par une organisation territoriale structurée, ce qui n'existait pas auparavant, constitue un réel progrès et un engagement d'effectivité.
Progrès médical et humain, parce que soulager la douleur et accompagner une personne jusqu'au terme de sa vie, c'est affirmer collectivement que la dignité ne s'arrête pas quand la médecine ne peut plus guérir. La fin de vie peut être synonyme d'angoisse, de douleur et de solitude, car c'est la confrontation ultime de son humanité à sa propre finitude et à la représentation que chacun se fait de la mort. Mes chers collègues, je veux vous dire du fond du cœur merci. Merci car notre Assemblée vient de voter pour la deuxième fois le droit à une aide à mourir. Ce vote vient de confirmer et de conforter notre texte. C'est donc un moment majeur et même décisif vers l'adoption définitive de cette proposition de loi. Merci aux collègues foncièrement hostiles à ce droit et qui, pour certains, je pense à votre chef de file, qui ont contribué à ce que ce débat soit à la hauteur du sujet, c'est-à-dire digne et respectueux. Merci aux collègues qui ont voté ce texte et qui, par esprit de responsabilité, ont accepté qu'il n'aille pas aussi loin qu'ils le souhaitaient. Merci à vous, chers collègues. Merci aux collègues qui, d'abord réticents, ont cheminé progressivement pour soutenir cette loi. Enfin, Madame la Présidente, chers collègues députés, je veux vous dire que je suis heureux que notre Assemblée porte aujourd'hui et à nouveau la voix des Français qui attendent cette loi de façon très majoritaire. À ce moment, je pense à tous ces malades, à leurs proches. Ce sont eux qui m'ont fait comprendre qu'il y avait parfois pire que la mort. Oui, il y a pire que la mort quand la vie n'est devenue qu'une agonie sans fin et sans espoir. Aujourd'hui, nous leur disons que nous les avons entendus et qu'ils auront enfin, dans notre pays, le droit de pouvoir partir en paix, en liberté et par humanité. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Vous l'avez compris, les deux textes ont donc été adoptés en deuxième lecture ici à l'Assemblée nationale. Voilà pour ce numéro de La séance est ouverte. À très bientôt sur LCP.